Bonsoir à toutes et à tous et merci de regarder le média sur le canal 165 de la Freebox sur Mlotov, sur YouTube ou sur notre site internet lemediatv.fr. Et tout de suite, c'est votre émission Toujours debout qui continue avec une nouvelle édition de votre débat dans Ne nous engueulons pas. François Bayrou, tout juste nommé, le Premier ministre poursuit les consultations en vue de former un gouvernement. Cet après-midi, c'est entre autres avec l'ancien patron des Républicains, Éric Ciotti, qu'il s'est entretenu. Et aujourd'hui, ce n'est pas très clair si LFI a survoté la censure. Pour le PS, la droite, le RN, c'est assez flou. Le discours en quelques mots, c'est « on attend de voir sa feuille de route ». Alors François Bayrou échappera-t-il à la censure? A-t-il véritablement une marge de manœuvre où ses jours à Matignon sont comptés? On va tenter d'y répondre ce soir justement avec nos invités. Marc-Erwan Gastineau, vous êtes essayiste, bonsoir. Bonsoir. Et Amine Snoussi, vous êtes auteur et collaborateur parlementaire LFI. Bonsoir. Bonsoir. Et merci à tous les deux d'être avec nous ce soir. Alors, on va tenter de répondre à plein de questions ce soir parce que voilà, on n'a toujours pas de gouvernement. François Bayrou poursuit les consultations. On a du mal à y voir clair. Première question, même si on en a déjà parlé sur le média, j'aimerais avoir vos positions à vous par rapport au baptême du feu de François Bayrou. On le rappelle, malgré l'urgence humanitaire à Mayotte, François Bayrou ne s'est pas rendu sur place, mais a présidé un conseil municipal à Pau. Je me tourne vers vous d'abord. C'est un faux pas ou c'est une faute impardonnable? C'est une faute politique d'abord, parce qu'il est invraisemblable de comprendre comment il a pu décider de se rendre à ce conseil municipal dans ce contexte. Aujourd'hui, on a appris d'ailleurs qu'il n'a pas présidé jusqu'au bout la réunion d'urgence, selon plusieurs témoignages. C'est une faute qui est effrayante, parce qu'on voit que François Bayrou risque de perdre sa crédibilité politique avant même qu'il ait un gouvernement, ce qui est assez inquiétant. Et pour revenir sur la situation à Mayotte, c'est un drame et une catastrophe humanitaire comme on en a rarement vu. Et jusqu'à aujourd'hui, on a encore des témoignages de la situation. La réponse de l'État n'est absolument pas suffisante. Il y a des témoignages qu'on a recueillis qui montrent qu'ils ont donné une bouteille d'eau et une boîte de sardines à des gens qui n'ont pas mangé depuis potentiellement 4 jours. Que certains témoignages se plaignent même du fait que pour accéder à ces denrées alimentaires, on leur demande justificatif de résidence et carte d'identité. Donc il y a une absence de réponse forte de l'État vis-à-vis de la situation et qui est finalement révélatrice du comportement de M. Bayrou, qui s'est rendu à ce conseil municipal en jet privé pendant qu'il y avait une réunion d'urgence sur une catastrophe climatique, ce qui est assez déroutant en termes de communication politique. Quel est le message qu'il envoie à la population de Mayotte ? Oui, monsieur Gastineau, quel est le message finalement? Qu'est-ce que ça révèle de lui qu'il ait été à Pau plutôt qu'à Mayotte? Alors, la première chose que je me suis dite en voyant François Bayrou donc, aller à Pau pour voter une subvention visant à soutenir les Mahorais, c'est le retour de la politique spectacle, le retour du macronisme le plus dur, c'est-à-dire une absence plutôt de politique, mais une succession de stratégies de communication, de marqueurs, où on vise plus le symbole que la résolution patiente des problèmes. Avec Michel Barnier, il est évident qu'on se serait épargné ce type d'épisode de communication qui, derrière, en effet, induit une faute morale et politique, puisque le rôle du Premier ministre était évidemment d'être aux côtés de nos compatriotes de Mayotte. Donc voilà, j'ai pas de désaccord de fond, sinon que malheureusement, je vais le dire comme ça, malheureusement la chute de Michel Barnier induit un retour de réflexes de communication qui ne nous manquait pas, puisque ça fait maintenant depuis quasiment 7 ans, peut-être même plus si l'on n'associe les derniers mandats d'Emmanuel Macron avec ceux de ses prédécesseurs, que nous vivons une succession de plans de communication et de stratégies qui n'aident pas à résoudre les problèmes, évidemment, mais aussi à rallumer un petit peu la flamme. C'est-à-dire que je pense que ça va créer des dégâts, la flamme démocratique, la flamme de la politique, qui est quand même assez vive en France depuis longtemps.
Et là, on voit bien qu'il y a un divorce très profond, et ce type de séquence ne va faire que l'accentuer entre la population et ses élites dirigeantes. Alors, monsieur Snoussi, ce départ express à Pau, parce que c'était vraiment un départ express, vous l'avez dit, en jet privé, alors que pourtant il défend l'écologie, est-ce que c'est pas un peu pour assurer ses arrières finalement, pour garder son siège à la mairie de Pau au chaud? J'ose espérer que François Bayrou ne pense pas déjà à ça, même si nous on y pense. Parce que François Bayrou a été nommé Premier ministre contre toute attente et tout espoir que Emmanuel Macron respecte enfin les résultats des élections législatives. Mais François Bayrou, sa seule et unique priorité devrait être à l'échelle nationale. Il ne devrait même pas se poser la question de l'après et de cette situation, quel que soit le temps que ça dure. Hein, mais pendant ce temps qu'il va consacrer à ce rôle de Premier ministre, sa seule préoccupation, c'est de l'être, et surtout dans un contexte où il n'y a pas encore de gouvernement. Enfin, Monsieur Bayrou n'a même pas fini de trouver ce semblant de majorité, cet accord de non-censure dont on n'arrête pas de nous parler, et il se permet justement d'aller présider ce conseil municipal en jet privé. Le message est complètement incompréhensible. Et je rejoins d'ailleurs l'analyse de lier ça au macronisme. Parce que le macronisme, c'est aussi ces erreurs de communication-là qui envoient un message politique. Quand Emmanuel Macron, on ne compte plus le nombre de déclarations d'Emmanuel Macron quand il va en Outre-mer, qui sont soit méprisantes, qui sont soit racistes, qui sont soit au mieux qui montrent son incompréhension des enjeux dans ces territoires. Monsieur Gastineau, vous voulez dire quelque chose ? Non, pas spécialement. Alors, on va parler des positions des uns et des autres, parce que là aussi, c'est pas très clair. Hein. Je vais vous proposer d'écouter tout d'abord celle des socialistes, celle d'Olivier Faure à la sortie des consultations, et puis celle de François Hollande. Il était ce matin en interview, je vais la citer après. Nous étions prêts à gouverner en étant ouverts au compromis. Nous sommes dans une opposition qui est elle-même ouverte au compromis. Encore faut-il qu'un chemin soit ouvert. Et de ce point de vue, pour l'instant, nous sommes restés sur notre faim. Nous n'avons pas encore d'indications précises sur la façon dont le Premier ministre entend gouverner. Nous avons rappelé quelles étaient les attentes des Françaises et des Français sur les retraites, sur le pouvoir d'achat, sur toutes les questions liées au service public, sur les questions démocratiques. Bref, nous avons exposé ce qui nous paraissait être de nature à apaiser une situation que chacun s'est tendue. Et le Premier ministre nous a dit quelle était sa vision des choses. Et nous en sommes pour l'instant, à ce stade, restés là. Il faudra d'autres rendez-vous pour pouvoir avancer, et notamment le faire avec les groupes parlementaires, parce que nous sommes dans une logique où nous considérons que le compromis ne peut pas être l'exclusivité du gouvernement dans un rapport direct avec les formations politiques. Il faut que ce soit aussi un dialogue construit au Parlement, parce que nous avons de ce point de vue une ligne qui est une ligne fixe, c'est que nous souhaitons la reparlementarisation de la vie politique. C'était donc Olivier Faure, ce lundi à la sortie des consultations avec François Bayrou. Je vais également citer ce qu'a dit François Hollande. Ça, c'est plus frais parce que c'était ce matin. Il l'a dit, je le cite, les socialistes ne participeront pas au gouvernement Bayrou. Ce qu'on attend du gouvernement, c'est qu'il mette une méthode en place pour que des textes puissent être discutés, votés, que des conditions puissent être posées pour qu'il n'y ait pas de censure. Alors, Olivier Faure et François Hollande, si l'on comprend bien ce que disent les deux, c'est que nous ne participerons pas à ce gouvernement, mais on ne censurera pas forcément si certains points nous conviennent. Finalement, est-ce que c'est ça ? C'est à peu près ça. C'est les socialistes qui retombent dans leur vieux démon, finalement, parce qu'on a vu depuis la NUPES, le nouveau Front populaire, qu'ils ont essayé de se réconcilier avec le peuple de gauche, et que là, c'est incompréhensible qu'ils refusent de voter cette motion de censure, dans le sens où c'est pas une question de continuité du gouvernement ou de stabilité, etc. C'est une question de politique. Il y a une opposition politique entre la gauche et François Bayrou. Il y a une opposition politique entre la gauche et le projet macroniste qui sera porté par François Bayrou. Donc, la logique des choses, c'est que le Parti socialiste s'ancre durablement dans l'opposition. Le parlementarisme avec Macron, on a déjà essayé. On a vu ce que ça a donné. Quand on a essayé de changer le budget et qu'on l'a transformé en un budget NFP compatible,
Ils sont passés par le 49.3. Donc le parlementarisme, cette idée de construire des textes par la majorité, ça aurait été possible si Emmanuel Macron avait nommé Lucie Castet. Et là, on aurait pu construire des majorités texte par texte. Mais là, quel est le message qu'on envoie ? On ne censure pas M. Bayrou. Pour quelle raison ? Même si on ne partage pas ses idées politiques, même s'il va encore rajouter de la brutalité sociale, comment les électeurs du NFP vont comprendre cette décision du Parti socialiste ? Ils vont la comprendre comme un refus de s'aligner sur le programme que ces électeurs ont choisi. Alors, est-ce que c'est une impression, ou la gauche, en tout cas le PS, offre des mains tendues à François Bayrou ? Alors, je pense qu'il y a deux choses. Premièrement, on entend beaucoup la gauche, j'inclus évidemment LFI dans ce vocable, revendiquer le retour d'une forme de parlementarisme qui ferait défaut, pour des raisons véridique, à la Ve République. Le retour du parlementarisme, ça implique en effet de passer des compromis avec des partis politiques avec lesquels on n'est pas en accord. C'est pas tout à fait la ligne que j'ai entendue au lendemain d'élections législatives qui ont placé certes le NFP en tête, mais sans avoir de majorité, ce qui impliquait non pas de dire c'est notre programme ou rien, mais de commencer déjà par être dans une logique constructive. Le PS y vient parce qu'ils sont dans la position de ceux qui peuvent en effet permettre l'émergence d'une nouvelle, non pas coalition majoritaire, mais coalition minoritaire qui pourrait quand même fonctionner texte à texte. Donc ils sont obligés de donner un petit peu des gages de crédibilité puisqu'ils se posent en parti de gouvernement et qu'en effet, c'est un parti qui historiquement l'a été. Sur le fond, je pense qu'ils sont ennuyés parce que ils sont obligés, leur bouée de sauvetage, c'est en effet la ligne LFI qui leur a permis de survivre jusqu'ici, de maintenir un certain nombre de sièges. Il y a eu quand même une vague à gauche LFI qui a permis quand même au PS, même dans des circonscriptions moins populaires que celles qui ont vu LFI triompher, qui ont permis au PS quand même de survivre, alors que sur le fond, la vraie ligne du PS, la ligne historique du PS depuis l'évolution du PS, qui est un parti, je dirais même pas social-démocrate, un parti démocrate à l'américaine depuis les années 90, c'est la ligne François Bayrou. François Bayrou, depuis les années 90, formule le vœu de créer ce que Emmanuel Macron a réussi à créer. Emmanuel Macron, quand même, vient du centre-gauche avec des piliers de l'ancien Parti socialiste. C'est d'abord ça, l'ossature originelle du macronisme, mais sur le fond, c'est la ligne centre-gauche. C'est une ligne très pro-européiste, très pro-libre-échange. C'est Pascal Lamy, c'est DSK, c'est Jacques Delors. Et Bayrou n'a pas grand-chose à redire à cette ligne-là, et le PS non plus, en vérité. Donc ils sont obligés de jouer un jeu, ce qui donne ce type de séquence pas tout à fait compréhensible, où on a l'impression qu'ils sont en opposition, tout en étant prêts à passer des compromis avec François Bayrou, parce qu'en vérité, il n'y a pas de véritable différence idéologique entre le centrisme macro-bayrouiste et le centre-gauche dit socialiste. Vous êtes d'accord, monsieur Snoussi ? Il n'y a pas vraiment de différence entre le centrisme de Bayrou et... Il y a une volonté de se démarquer de nouveau pour des raisons politiques, mais à l'origine, sur le fond, je pense qu'il y a vraiment une différence de degré qui font qu'ils sont ennuyés quelque part. Voilà. Je ne voudrais pas insulter mes camarades socialistes en les comparant au macronisme, mais s'ils continuent à jouer à ce jeu-là, ils vont faire renaître le macronisme. Et effectivement, Emmanuel Macron a vu une aile droite du Parti socialiste et une alliance possible entre cette aile droite et la droite dite républicaine. Et en fait, c'est cette alliance qui a fait naître la majorité qu'avait Emmanuel Macron jusqu'à ces élections législatives. Donc, si on finit par cet accord de non-censure, cet accord texte par texte, on aura d'un côté LR, d'un côté le PS, et la majorité présidentielle ou ce qu'il en reste. C'est finalement la renaissance du macronisme sans l'étiquette En Marche. C'est exactement le même fonctionnement qui a permis à Emmanuel Macron d'être élu en 2017. Et c'est pour ça qu'on insiste à la France Insoumise en disant que la seule voie possible pour garder cette confiance qu'on nous a accordée avec la NUPES, garder cette confiance qu'on nous a accordée avec le NFP, c'est de se mettre dans l'opposition franche à ce gouvernement. Alors, si vous avez trouvé la réaction, enfin la position du PS assez tiède, c'est tiède aussi du côté des LR. Pour Laurent Wauquiez, il l'a dit, c'est trop flou pour décider. Décider de quoi ? De rentrer au gouvernement, monsieur Gastineau ? Alors, les LR sont ennuyés pour d'autres raisons. La première raison, c'est que sur le fond, ils savent que... Alors, à l'origine, l'idée était quand même de récupérer l'électorat perdu auprès du Rassemblement national. Un Rassemblement national qui, en plus,
du fait de scores très élevés qui laissent à penser qu'il peut gagner lors des prochaines élections, a un petit peu libéralisé son discours économique pour essayer de s'adresser aux dernières franges électorales qui lui résistent, les retraités pour faire simple, et l'électorat plutôt cadre supérieur. Les LR savent donc que pour exister demain, ils sont obligés, au fond, de changer de stratégie. La stratégie qui consisterait à chasser sur les terres du Rassemblement national est perdue d'avance. Le Rassemblement national est suffisamment ancré, je dirais, dans la conscience des classes populaires qui le soutiennent pour différentes raisons. Il y a une dynamique assez forte, avec un Jordan Bardella qui, je crois aussi pour des raisons de personnalité, va continuer d'imprimer et garder le RN assez haut, même si Marine Le Pen, par exemple, est empêchée de se présenter aux élections. Donc pour LR, il n'y a pas beaucoup d'autres solutions que d'essayer de constituer en 2027 un arc centriste, puisqu'il n'y aura pas de place pour 4 personnalités en 2027. Ce sera la gauche, incarnée par Jean-Luc Mélenchon, le Rassemblement national, et au milieu, un arc centriste que LR va essayer de ramener un petit peu plus vers la droite en étant identifié comme étant suffisamment volontariste sur les questions régaliennes. Et c'est pour ça que ce que exigeait la droite pour continuer de soutenir, même mollement, le gouvernement, c'était que ce marqueur régalien puisse continuer d'être incarné à travers un ministre de l'Intérieur qui a commencé déjà à justement imprimer sa marque avec un ancrage de droite parfaitement identifié. On va en parler de toute façon. Mais l'avenir politique de François Bayrou à Matignon, est-ce que c'est pas vraiment impossible sans les LR, sans les Républicains? L'avenir politique de François Bayrou, excusez-moi, mais il est, quoi qu'il arrive, impossible. C'est une question de jours. Il n'a rien que Michel Barnier n'avait pas. Et il est en train de faire des erreurs que Michel Barnier ne faisait pas. Et globalement, ce que l'on peut voir... En tout cas, mais ce qu'on voit, c'est que quand c'était Michel Barnier, tout le monde l'a censuré. Et puis là, tout le monde dit, bon, finalement, on va peut-être pas le censurer. Mais pour l'instant... Il a quand même quelque chose de plus. Pour l'instant. Mais le jour où François Bayrou ne va pas répondre à une des attentes du Rassemblement national, à une seule des demandes de Marine Le Pen, parce que c'est ça ce qui se passe depuis Michel Barnier, c'est que chaque gouvernement que propose Emmanuel Macron, c'est un gouvernement qui doit répondre aux exigences du RN. Sans répondre à ces exigences-là, il n'a aucune chance de survivre à une motion de censure. Donc, que ce soit dans 1 mois, dans 2 ou dans 3, François Bayrou est destiné au même sort que Michel Barnier. La vraie sortie de crise passe soit par la nomination de quelqu'un du NFP. On avait une candidate qui était Lucie Castet, et confier à cette majorité la responsabilité de gouverner, soit par la démission d'Emmanuel Macron. Et c'est les 2 seules options possibles d'ici 2027. Comment on est censé continuer à faire ces consultations entre des personnes qui ne sont pas d'accord, entre des personnes qui ont des agendas politiques différents, ou bien en tout cas qui ont promis un programme différent lors des élections, et comment on est censé faire croire que cela est digeste politiquement? Personne ne peut y croire. Personne ne peut croire que ce gouvernement va tenir plus que 3 ou 4 mois. C'est pas possible. Et puis il y a le RN, vous en avez parlé, monté en flèche de leur influence. Il me semble que Marine Le Pen a d'ailleurs été, avec Jordan Bardella, ont été les premiers à être reçus par Bayrou. Là aussi, le positionnement du RN est flou. Encore une fois, je vous propose d'écouter Sébastien Chenu. Il est député RN. Alors, si Bruno Retailleau ne fait pas de loi immigration et recule, alors il ne sert donc à rien. Je veux dire, si Bruno Retailleau est ministre de l'Intérieur, c'est pour agir. Je plaide pour qu'il n'ait pas face à lui des ministres qui l'empêchent d'agir, comme je plaide pour le fait qu'il y ait une loi immigration. Mais si Bruno Retailleau redevient ministre de l'Intérieur sans pouvoir faire de loi immigration, sincèrement, à quoi ça sert ? Alors Sébastien Chenu, on vient de l'écouter, il fait l'hypothèse que si Retailleau renonce à sa loi immigration, il ne sert à rien. Le sous-texte, finalement, c'est quoi? C'est si Retailleau reste au gouvernement et fait sa loi immigration, eh bien le RN ne va pas censurer. Alors, le RN aussi est dans une stratégie de crédibilisation. Ils veulent montrer qu'ils sont un parti de gouvernement. C'est au fond ça, ce qui les empêche aujourd'hui de cocher davantage de cases dans des électorats rétifs. C'est le fait qu'on se dit qu'au fond, ils ne sont pas sérieux, ils n'ont pas un programme économique sérieux. Donc ils sont dans une logique de parti de gouvernement. Nous sommes prêts à des compromis, mais vous devez désormais compter sur nous. Et moi, sur le fond, et on aura une différence là-dessus,
le rôle d'un gouvernement est de passer des compromis avec les forces que le peuple français a plébiscité. Et le Rassemblement national est aujourd'hui, et depuis plusieurs élections d'ailleurs, le premier parti de France. Donc il est normal que le Rassemblement national ait une influence. Si l'on regrette l'influence qu'il a, il faudrait que les thématiques sur lesquelles il prospère cessent d'être des problématiques qui posent objectivement question. On ne sera peut-être pas d'accord là non plus. Mais le Rassemblement national est à sa place. Et à sa place du fait du soutien qu'il a dans l'opinion, et à sa place lorsqu'il cherche à influencer la vie politique. C'est le rôle d'un parti de gouvernement que de proposer des options et de les mettre sur la table. Ensuite, c'est au gouvernement de savoir s'il veut les reprendre ou non. Mais dans un gouvernement minoritaire, il est normal que des accords se passent texte à texte. Et je ne vois pas pourquoi le centre devrait se tourner vers la gauche pour essayer de trouver des majorités de circonstances et ne devrait pas se tourner vers le Rassemblement national, qui est tout aussi légitime. À se tourner vers la gauche peut-être parce que le NFP a gagné les législatives, monsieur Snoussi. Mais ouais. Ça, c'est ce que je pense. Mais c'est que le gouvernement l'assume alors. Non, c'est un fait. Oui, c'est un fait, et que le gouvernement l'assume. S'il ne veut pas confier la responsabilité politique à la gauche, qu'il dise, nous sommes maintenant dans une séquence politique où, pour contrer la gauche, pour contrer le programme du nouveau Front populaire, qui nous inquiète parce qu'il va déconstruire toute la brutalité sociale d'Emmanuel Macron, la réforme des retraites et tout ce qui a découlé depuis, on va gouverner avec le RN. Et qu'ils le disent clairement. Et je pense que la sanction populaire qui les attend, parce que finalement, ce qui a mobilisé les électeurs, c'est aussi la lutte contre le Rassemblement national. C'est pour ça que le nouveau Front populaire a été gagnant aux dernières élections. Et je pense que c'est ça le jeu dangereux que joue le gouvernement. C'est qu'il gouverne avec le RN, sur les thématiques du RN, en suivant les recommandations de Marine Le Pen pour éviter la censure, mais sans l'assumer. Et alors que leur responsabilité serait de dire qu'ils veulent s'aligner sur les demandes du Rassemblement national pour survivre politiquement. Mais ils savent que la sanction électorale sera bien trop forte, que la sanction médiatique et la réaction sera un bouclier contre le Rassemblement national. Et on l'a vu lors des dernières élections, qui est encore vu comme un parti d'extrême droite, qui est encore vu comme un parti repoussoir pour la majorité des gens. Et c'est pour ça que ce barrage républicain qu'on peut critiquer, que certains d'ailleurs chez les macronistes ont refusé de suivre. C'est pour ça que ce barrage a encore tenu la dernière fois. Monsieur Gastineau ? Oui, simplement merci. Il n'y a pas de volonté d'assumer une proximité, même de circonstance, avec le RN, parce qu'un RN fort est l'assurance vie du système qu'incarne le centre. On l'a bien vu au moment des élections, il fallait qu'il y ait l'épouvantail extrême droite pour dire c'est nous ou le chaos. C'est la seule ligne que défend Emmanuel Macron depuis qu'il a échoué sur... pour le coup, la vraie ligne qu'il incarnait, c'était l'idée de dire, au fond, en nous rapprochant de l'Allemagne, nous allons faire un grand saut fédéral qui nous permettra enfin de mettre en œuvre toute la politique de souveraineté européenne à laquelle il aspire notamment depuis son discours de la Sorbonne. Il n'y a pas d'autres raisons à aller chercher. Moi, du coup, je ferais simplement, pour terminer, un parallèle historique. Au début de la 4ème République, il y avait la tentation de fonctionner avec 3 partis plus ou moins centristes, la SFIO, les partis radicaux et les chrétiens démocrates du MRP, et de tenir à l'écart du Parlement et donc de la vie politique les communistes à gauche, évidemment, et les gaullistes à droite. On est à peu près dans la même configuration avec un centre qui tente d'échapper à la montée en puissance de 2 forces politiques à gauche et à droite qui ont un vrai poids dans l'opinion, et je crois que c'est tout simplement pas tenable. Donc il y a encore une tentative de repousser le jour où ce système s'effondrera, ce qui donne ces positions, ces postures sans ligne de fond véritable, puisque pour avoir une ligne de fond véritable, il faudrait que cette ligne s'appuie sur une véritable aspiration populaire. Et l'aspiration populaire, aujourd'hui, elle est à droite avec le RN et à gauche avec le LFI, NFP, le centre ayant des électeurs, mais plutôt par peur de ce que pourrait représenter l'alternative de droite et de gauche que forment ces deux partis. Alors, on ne connaît pas encore l'identité des futurs ministres. En tout cas, il y en a un qui est pressenti pour, d'ailleurs, rester au gouvernement, c'est Retailleau. Et d'ailleurs, il n'est pas contre, bien sûr, écoutez-le. Je ne le sais pas. Et ça ne dépend pas de moi. Moi, je suis rentré au gouvernement avec Michel Barnier pour éviter à la France le chaos dans une situation de crise. J'y suis rentré pour barrer la route à la gauche et à l'extrême gauche. Voilà, pour avoir une alternative dans une période chaotique que traverse notre pays. Mais je ne pourrai rester au gouvernement
si je suis en mesure de mener la politique que veulent la majorité des Français, c'est-à-dire de restaurer l'autorité, la fermeté, l'ordre public, aussi bien dans la rue qu'à nos frontières. Je vais vous poser la question différemment, Bruno Retailleau. Est-ce que vous souhaitez rester dans le gouvernement ? Je le souhaite si j'en ai les moyens, parce que j'ai commencé un travail et je souhaite le mener à bien. Je suis d'ailleurs très heureux de voir que les mesures de fermeté que j'ai proposées sont soutenues très majoritairement, non seulement par les Français de droite, mais aussi par les Français de gauche. Vous n'imaginez pas, lorsque je suis allé au Congrès des maires, le nombre de maires qui m'ont dit « Écoutez, on n'a pas les mêmes options politiques que vous, je suis à gauche, mais ce que vous faites, c'est bien, allez-y, continuez ». Ça veut dire qu'il y a, certes, il n'y a pas de majorité à l'Assemblée nationale, mais il y a ce que le général de Gaulle appelait la majorité nationale. Moi, je veux que l'on mène, avec ce gouvernement-là, si jamais ça devait être le cas, la politique que la majorité des Français de droite et de gauche souhaitent que nous menions pour rétablir l'ordre public. C'est fondamental. Alors Sébastien Chenu et Bruno Retailleau se parlent par médias interposés, mais on l'a bien compris. Chenu le dit en gros, si Retailleau reste, il faut qu'il fasse à la migration. Il lui a répondu, il fera sa loi. S'il rentre au gouvernement, il la fera. Monsieur Sounussier, est-ce que ça vous paraît probable aujourd'hui en France, malgré la victoire du NFP aux législatives, un Premier ministre MoDem et des ministres LR et RN? Est-ce qu'aujourd'hui, c'est possible? Alors, je voudrais d'abord saluer l'honnêteté de monsieur Retailleau, qui dit clairement je suis là pour faire barrage à l'extrême gauche, sans mentionner la menace de l'extrême droite, sans mentionner... oui, il a été clair. Il a été très clair, et pour lui, le barrage maintenant se construit sur une extrême gauche. Donc, M. Retailleau assume sa proximité idéologique avec le RN. Ça s'est vu d'ailleurs juste après la catastrophe à Mayotte, où il a clairement dit dès les premières heures que c'était une situation liée à l'immigration. Il fallait légiférer, on en parlait en première partie. Il a réussi à rajouter une nouvelle pièce dans l'obsession sur l'immigration. Et oui, ça me paraît probable que M. Retailleau reste, évidemment. C'est ce qu'on disait, c'est que ce gouvernement a besoin de l'assurance vie Rassemblement National pour pérenniser cette situation à l'Assemblée, pour pérenniser cet équilibre de la terreur avec le Rassemblement National, qui va repousser le vote de la motion de censure pour obtenir ce qu'il veut de la part de M. Bayrou. Ils n'ont pas besoin d'être au gouvernement pour gouverner. Ils sont en train d'influencer M. Bayrou et le reste du gouvernement pour faire ce qu'ils veulent. M. Gastignon. Oui, mais Bruno Retailleau est un homme de droite, donc pour lui, le RN et LFI, ce n'est pas les extrêmes. Il y a le RN, il y a sans doute des différences de degré entre les LR et le RN, mais je crois qu'en effet, il n'y a pas de différence de nature. Il y avait Mais honnêtement, est-ce que vous voyez une différence dans la communication politique de M. Retailleau et de Marine Le Pen? Non, mais il n'y a pas de différence, parce que justement... Parce qu'il y a quasiment une fusion des électorats. Il y a des différences de degrés sur les questions économiques. Il y a aussi un rapport aux politiques différent, mais là on entre dans la sociologie des électorats. Mais sur le fond, c'est un électorat qui pense qu'il faut remettre de l'ordre dans la société, pour faire les choses, pour dire les choses très simplement. Et je suis d'accord avec ce que dit Bruno Retailleau lorsqu'il dit que cette demande-là dépasse largement le cadre strict de l'électorat classique de la droite. On peut prendre le sujet du trafic de drogue qui gangrène énormément de communes en France, et y compris des maires de gauche. Moi, je me souviens qu'à l'époque de Nicolas Sarkozy, vous vous en souvenez certainement, le maire Pascal Gatignon, le maire écologiste de Sevran, avait entamé une grève de la faim pour demander l'intervention de l'armée pour mettre fin au trafic de drogue dans sa commune. Il y a un problème objectif, il y a aussi le problème que pose... Oui, d'insécurité, mais le rapport avec la loi immigration. Parce que... et là, on en vient à Mayotte. Mayotte... Quel est le premier parti de France, toutes les dernières élections à Mayotte? C'est Marine Le Pen. Et pas pour des raisons raciales ou racistes. Parce qu'en effet, 40% de la population de Mayotte, c'est de l'immigration clandestine. Et ce sont les Mahorais qui demandent une régulation de l'immigration. Et je suis, en m'intéressant au sujet, je suis retombé sur des articles qui ont plus de 20 ans, où l'on demandait à l'époque de mettre fin au droit du sol pour éviter une pompe aspirante dans laquelle, en effet, s'engouffre tout un ensemble de clandestins issus des Comores. Ça datait d'une vingtaine d'années. Nous n'avons rien fait, donc il ne faut pas s'étonner que par désespérance, tout un ensemble d'électeurs, comme les électeurs mahorais, finissent par dire « Eh bien, nous allons choisir la solution radicale, la solution qui nous propose depuis des années de remettre enfin de l'ordre, sachant que tous les gouvernements précédents ont échoué sur cette question. » Je ne suis pas d'accord avec vous dans le sens où ce n'est pas l'électorat qui influence la politique, c'est la politique qui l'influence. Je pense que l'obsession
médiatique sur l'immigration et sur l'insécurité, c'est ça qui a créé cette situation c'est une vraie différence entre nous favorable au Rassemblement national. Pourquoi ? Parce que on le voit dans plusieurs situations où on parle à des gens quand on est en campagne, on parle à des gens qui votent Rassemblement national, et quand on leur dit est-ce que vous voyez au quotidien des personnes immigrées, est-ce que vous voyez des personnes musulmanes au quotidien, ils répondent honnêtement que non, et ils se basent sur cette prétendue insécurité à travers les chaînes télé, à travers cette couverture médiatique qui est faite, qui est différenciée d'ailleurs et qu'on voit régulièrement dénoncée par plusieurs experts, qui est on va couvrir médiatiquement tous les faits divers qui sont liés à l'immigration, mais rien du tout concernant les faits divers dits classiques commis par des personnes blanches, commis par des personnes qui ne sont pas racisées ou qui ne sont pas musulmanes ou qui ne sont pas issues de l'immigration, etc. Et c'est ça qui influence l'électorat, c'est cette couverture médiatique incessante. Mais l'électorat aujourd'hui est par exemple largement travaillé par des crimes, des délits commis par exemple par des OQTF. Pourquoi ça révolte davantage que lorsque ces crimes sont commis par des gens qui vivent en France, qui ont des papiers, qui sont français, etc. Parce que souvent, justement, du fait même qu'ils sont au QTF, ils ne devraient pas se trouver sur place. Donc les gens se demandent à quel moment l'État a-t-il démissionné. Et donc ils cherchent. Vous avez un chiffre sur les OQTF qui auraient commis des crimes, des délits ? J'ai pas le chiffre du nombre de crimes que commettent les OQTF. Par contre, ce qu'on sait, c'est que 90% des OQTF ne sont pas exécutés. Donc le simple fait que 90% des OQTF ne soient pas exécutés est un scandale en soi, puisque dès lors que vous êtes condamné par la justice et que la justice vous labellise au QTF, vous n'avez qu'un seul droit, celui normalement d'être expulsé. Et c'est tout le problème, c'est qu'il y a une impuissance publique sur tout un ensemble de questions régaliennes. J'ai pris l'exemple du trafic de drogue. On parle désormais aujourd'hui de mexicanisation de la France. C'est un problème objectif que toutes les forces politiques devraient s'approprier, avec peut-être des solutions différentes à gauche, mais en tout cas c'est un problème objectif. Que propose LFI pour lutter contre le trafic de drogue ? Je n'ai jamais rien entendu, et c'est un problème tout à fait objectif. Monsieur Gassino, je suis immigré en France. J'ai toujours eu mes papiers, mais il y a plein de situations où des immigrés peuvent se retrouver dans des situations irrégulières. Il y a plein de situations entre les changements de statut, plein de situations de blocage administratif liés au manque de moyens. Je vous le confirme. Mais vous savez très bien que sur la masse de clandestins en France, on n'est pas sur les cas que vous évoquez. On peut avoir un emploi, on peut être étudiant, et suite à la forte demande administrative, suite aux problématiques liées au manque de moyens dans les préfectures et dans la gestion que fait le ministère de l'Intérieur de l'immigration, c'est ainsi qu'on peut se retrouver dans des situations clandestines. On le voit tout le temps. Nous, on le voit tout le temps quand on fait notre travail. On aide des personnes qui se retrouvent dans des situations, qui se retrouvent dans des CRA et qui se retrouvent dans des situations terribles parce qu'elles ont raté un rendez-vous en préfecture, parce qu'elles se sont retrouvées dans des situations de blocage administratif, et c'est ainsi qu'elles se retrouvent menacées d'un OQTF. Alors on arrive bientôt sur la fin de ce débat. J'aimerais parler de Manuel Bompard, de LFI, justement. Finalement, LFI, c'est le plus fidèle, le plus loyal à sa position initiale. Je vous propose d'écouter Manuel Bompard tout de suite. En fait, on demande un vote de confiance. Oui. Et si M. Bayrou n'organise pas de vote de confiance, alors quelle autre solution que d'organiser en quelque sorte un vote de défiance nous restera-t-il que le dépôt d'une motion de censure ? Voilà. Vous avez pour objectif de le faire tomber. Mais il ne faut pas tourner autour du pot. Moi, j'ai pas l'habitude de tourner autour du pot, M. Bourdin. Il y a eu des élections législatives l'année dernière, au mois de juin et au mois de juillet. À l'issue de ces élections législatives, la coalition qui dispose du plus grand nombre de députés à l'Assemblée nationale, c'est le nouveau Front populaire. M. Macron décide mais qui n'est pas majoritaire, je le rappelle. Il n'a pas la majorité absolue, il a ce qu'on appelle la majorité relative, c'est comme ça qu'on a l'habitude de parler. Bon, il se trouve que M. Macron décide de s'asseoir... L'ancien NFP ou le nouveau ? Non, l'ancien. Non, le nouveau Front populaire, 193 députés à l'Assemblée nationale, dispose d'une majorité relative et la plus grande coalition parlementaire qui s'est présentée unie devant les électrices et les électeurs. M. Macron décide de s'asseoir sur le résultat des élections, il décide d'abord de nommer M. Barnier. M. Barnier est censuré. M. Macron s'entête encore et décide de nommer M. Bayrou, dont je veux rappeler quand même qu'il était membre du premier gouvernement de M. Macron, que c'est l'un des premiers soutiens, peut-être d'ailleurs l'un des derniers soutiens de M. Macron. Alors si LFI censure seul, si le PS ne les suit pas, est-ce que c'est à ce moment-là que la fin du NFP sera actée, ou finalement, même avec des désaccords de ce genre, ils resteront encore ensemble ? Je vais d'abord interroger M. Snoussi, bien sûr.
J'ose espérer que les camarades socialistes vont nous rejoindre sur cette motion de censure. Je pense qu'il n'y a pas à parler d'une fin du NFP. On nous a prédit à plusieurs reprises que la gauche ne sera pas unie aux législatives. D'ailleurs, c'était le pari d'Emmanuel Macron avec la dissolution. Finalement, on a fini par s'unir. On nous a prédit à l'époque de la NUPES que ça n'allait pas tenir. Finalement, ça a tenu. Donc je pense qu'il n'y a pas de raison pour que ça ne tienne pas. J'ose espérer que les camarades socialistes nous rejoignent. On voit que les communistes commencent sérieusement à se mettre sur une position qui est d'opposition franche à ce gouvernement. Les écologistes, on ne sait pas encore, mais on espère que ça va arriver. Mais la fin prétendue du NFP, je pense qu'on a beaucoup moins de désaccords au Nouveau Front Populaire qu'ils en ont dans le bloc présidentiel. Alors, on va parler économie, parce que M. Gastineau, vous disiez que la priorité des Français, c'était l'immigration. En tout cas, en ce moment, on parle énormément d'économie. Et d'ailleurs, on attend François Bayrou au tournant sur cette question économique. Et il y en a qui disent que Bayrou, c'est du Macron. C'est en tout cas ce que certains pensent. Écoutez. Rien n'a changé du tout. En fait, rappelons quand même quelques éléments pour comprendre qui est François Bayrou. La première chose, c'est quelqu'un qui a fait campagne avec Emmanuel Macron en 2017. Donc c'est quelqu'un qui sait lire, donc il a lu le programme de Macron, donc on sait très bien qu'il est très aligné sur un programme de type libéral, avec forte réforme des retraites, diminution de la dépense publique, 120 000 postes de fonctionnaires de supprimés, c'était ce qui était écrit dans le programme de Macron, 15 milliards sur l'assurance maladie, 10 milliards sur l'assurance chômage, c'était le programme de 2017 d'Emmanuel Macron, et M. Bayrou l'a soutenu. Gastineau. Alors, premièrement, je n'ai pas dit que c'était la priorité des Français, la question de l'immigration. Je dis que c'était en effet une thématique qui transcendait les clivages politiques. C'est une thématique importante pour l'opinion. Ce n'était pas la prioritaire. D'ailleurs, le RN est haut, j'allais dire dans les sondages, désormais aussi au Parlement, parce qu'il dit autre chose. Il n'est pas justement simplement sur cette thématique. Il embarque avec lui un électorat qui a subi les méfaits de la mondialisation et il milite sur une ligne au fond assez gaulienne sur l'économie, pour une ligne où l'État a justement un rôle à jouer, un rôle régulateur, pas simplement un rôle régulateur au sens social, avec un État social qui fonctionne, et qui fonctionne d'ailleurs assez bien lorsqu'on regarde les dépenses publiques, mais un État qui a un rôle à jouer en termes d'aménagement du territoire. Je crois qu'il y a une véritable demande dans les territoires dits périphériques, territoires ruraux, métropolitains et territoires ultramarins, pour que l'État reprenne toute sa place, avec notamment l'importance des services publics. C'est un discours fort qui est martelé depuis la rupture Philippot. Il y a eu quand même une rupture au RN dans les années 2000 entre la ligne Jean-Marie Le Pen et la ligne Marine Le Pen. Et puis surtout, c'est une ligne qui conteste le grand tabou du système au pouvoir depuis une trentaine d'années. Moi, je suis tout à fait en ligne avec ce que disait Philippe Séguin lorsqu'il disait la gauche et la droite sont les détaillants du même grossiste, l'Europe. Le RN a aussi marqué des points dans l'opinion en s'opposant à la politique de l'Union européenne. Et on voit bien aujourd'hui, par exemple, sur la question agricole, LR a été presque poussé à nommer en seconde tête de liste derrière François-Xavier Bellamy pour les dernières élections européennes une agricultrice, parce que il n'y a pas de victoire pour la droite possible sans l'électorat agricole. Et l'électorat agricole aujourd'hui a très bien compris que l'intégration européenne jouait contre ses propres intérêts. Et donc le RN prospère également sur une demande d'un volontarisme politique fort, y compris sur le terrain économique. Alors, le RN... Juste parce qu'on a une information apparemment de dernière minute. Donc François Bayrou réunirait toutes les forces politiques jeudi, hormis le RN et LFI. Oui, en prétextant qu'il va réunir tous les... en tout cas, Marine Le Pen et Jordan Bardella, manifestement, ne l'ont pas convaincu. Oui, c'est plutôt l'excuse qu'a utilisé M. Bayrou, c'est de dire « je vais convier les partis qui ont déjà gouverné ». Or, son propre parti, le MoDem, n'a jamais gouverné de sa vie. Donc, bon, si c'est comme ça qu'il voit les choses, tant mieux. Nous, en tout cas, on ne souhaite pas participer à ces choses-là. Mais juste pour revenir sur le RN. Je reste convaincu que la motivation du vote RN est raciale et que la motivation du vote RN est basée sur des a priori racistes, au moins des a priori racistes sur les personnes racisées, sur les musulmans, sur les immigrés en France. Et je trouve ça d'autant plus frappant qu'au lendemain de la dégradation de la maison de Jean-Luc Mélenchon, on a vu que les tags étaient liés au Rassemblement national, ou du moins des sympathisants du Rassemblement national. On a vu que c'était
c'était d'une violence inouïe contre les Arabes. Donc je pense que le RN, effectivement, a changé de ligne pour tenter de séduire des nouveaux électeurs de chez LR et de chez les déçus du macronisme, non pas parce qu'ils ont changé de fond politique, parce que le reste de la scène politique s'est aligné sur leurs thématiques et a refusé de les combattre frontalement. Là, quand M. Darmanin a dit à Marine Le Pen « vous êtes d'une mollesse », c'était un fait marquant. Quand on reprend régulièrement toutes les thématiques du Rassemblement national, quand on commence à faire une équivalence entre la gauche de rupture et l'extrême droite, c'est ainsi qu'on se retrouve avec une nouvelle respectabilité trouvée chez le Rassemblement national. Et simplement, rapidement, le RN, je le disais, a libéralisé son discours tout dernièrement, parce que la ligne RN, c'était plutôt une ligne étatiste qui a fait que l'électorat ouvrier, qui a vécu les désindustrialisations, notamment dans le nord du pays, s'est orienté vers une ligne plutôt un peu chevènementiste, disons. Mais pour qui voulez-vous que cet électorat qui demande un État fort en matière économique, qui vit dans les territoires ruraux, vote? Vous avez la ligne Ruffin qui dit il faut que la gauche s'intéresse à l'électorat populaire des zones rurales, l'alliance des tours et des bourgs, j'aime bien son expression, mais Jean-Luc Mélenchon a été très clair là-dessus, il lui a répondu on s'en fiche. Non, si vous voulez, et je termine juste là-dessus, si vous voulez être au second tour, en 2027, il nous manque 600 000 voix. Les 600 000 voix, nous les obtiendrons si nous mettons les banlieues au même niveau de participation que les autres parties du pays. Donc il y a une stratégie très claire, tout pour les banlieues, et donc forcément les territoires ruraux s'orientent pour d'autres parties. L'alignement ne se fait pas à partir de l'électorat. On a des convictions et on se bat pour convaincre les gens. Mais c'est surtout si aujourd'hui, qui a cette stratégie tout pour les banlieues? Mais c'est la stratégie de Jean-Luc Mélenchon en réponse à l'Institut de la Boétie. Il l'a formulé très clairement. Je vous invite à revoir sa prise de position. On lui a demandé de se positionner sur la ligne Ruffin. Il faut s'adresser et aux banlieues et aux territoires ruraux. Pourquoi Ruffin le précise? Parce que justement, il n'y a pas de discours à destination de cette population-là, parce que Mélenchon a fait son calcul. Non. Il a fait son calcul très cynique, et ça se voit sur sa ligne, notamment sur les questions, disons, de valeur, de laïcité, où il a un discours à 360 degrés différent de celui qu'il a toujours défendu. Je pense par exemple à son rapport à la loi sur les signes ostensibles à l'école. Il avait une ligne laïcarde, il l'a complètement abandonnée par pur cynisme électoral. C'est parce qu'à la France Insoumise, on a intégré énormément de personnalités liées aux luttes décoloniales, liées aux luttes contre l'islamophobie, et que ces causes-là sont devenues essentielles pour comprendre le racisme et les discriminations qui touchent une grande partie de la population. Je pense que ce que vous dites est en fait la conclusion de ce phénomène qu'on observe depuis quelques années, à savoir l'extrême droitisation du paysage médiatique. Jean-Luc Mélenchon ferait de la séduction aux banlieues parce qu'il n'est pas islamophobe, parce qu'il ne leur demande pas, parce qu'il n'interdit pas aux musulmans d'accès, parce qu'il ne propose pas l'interdiction d'accéder à l'école si on porte un vêtement, parce qu'il refuse de s'aligner sur les délires obsessionnels sur l'immigration, parce que tout simplement, il refuse qu'on stigmatise la population musulmane qui est déjà stigmatisée par la majorité du champ politique. Et on l'accuse de séduire des banlieues alors qu'il a le seul discours qui ne stigmatise pas. Et qu'est-ce qu'il dit de plus que ce que dit la gauche de rupture partout dans le monde? C'est à savoir comprendre les discriminations que vivent ces personnes. Et il ne fait pas une opposition entre la France des tours et des bourgs comme le fait François Ruffin, parce que les mêmes problématiques de mépris, d'exclusion sociale sont vécues par les banlieues et par les personnes rurales. Et que quoi qu'on en pense, les personnes rurales peuvent s'identifier au discours de Jean-Luc Mélenchon, et c'est ça le pari qui est fait. Donc je pense que ça a déjà été démontré d'ailleurs, vu que Jean-Luc Mélenchon a créé un électorat qui n'existait pas avant. Avant, on était dans une situation d'hégémonie du Parti socialiste et des Républicains. Mais si on touche à la fin de cette émission, tu vas être obligé de rendre l'antenne. Merci à vous, en tout cas, d'avoir répondu à nos questions. Un débat sur François Bayrou. On a beaucoup parlé d'immigration ce soir. Merci à vous en tout cas. Amine Snoussi, vous êtes collaborateur parlementaire LFI, vous êtes également auteur. Merci pour votre éclairage ce soir. Merci à vous. Et Max Erwan Gastineau, vous êtes essayiste. Merci à vous également. Merci.